Alors, bonjour à tous et bienvenue à notre Coffee Break CDN, la pause café virtuelle. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est la planification de la succession d'entreprises. Cette série est rendue possible grâce à l'aide de nos partenaires, la Caisse populaire de Clare, la Caisse populaire acadienne, Grant Thornton, CDR Acadie, TriNav et Dow Law Inc. Un financement a également été fourni par l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, l'APECA. Je m'appelle André Leblanc et je suis le gestionnaire de l'équipe des services en affaires et en entrepreneuriat du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, le CDN. Le thème de la pause café, le Coffee Break d'aujourd'hui, c'est la succession d'entreprises, haute considération possible en anticipant un transfert ou une vente d'entreprise qui pourra aussi inclure le sujet des coopératives. Avec notre expert Marc-Henri, le directeur général chargé de gérer le développement, l'administration et assurer le bon fonctionnement de la corporative de développement régional Acadie, CDR Acadie. Il est titulaire d'un bac en administration des affaires de l'Université de Moncton et d'une maîtrise en gestion des coopératives et développement des collectivités de l'Université de Sherbrooke. Et c'est sans dire, il est très expérimenté en animation communautaire et de plus, il est spécialisé dans les structures de gouvernance, les plans financiers et l'éducation coopérative. Il a aidé à la croissance de plus d'une trentaine d'organisations et de coopératives. Et en 2006, Marc est particulièrement connu pour être devenu le plus jeune président du district des services locaux de l'histoire du Nouveau-Brunswick. Et en 2012, il a été élu le premier président de la nouvelle commission des services régionaux de Kent. Marc possède 15 ans d'expérience en développement économique communautaire. Il est reconnu vraiment pour son dévouement et son engagement dans différents dossiers communautaires importants. Et il s'implique dans nombreux dossiers communautaires car il croit au développement intégral des communautés et des régions du Nouveau-Brunswick et l'Acadie du Canada Atlantique. Il est axé sur les résultats. Marc se dévoue à la croissance de la CDR Acadie et au développement économique de l'Acadie même. Bienvenue, Marc. Merci, ça me fait plaisir. Les panélistes de la session d'aujourd'hui seront Alain Béliveau, membre de mon équipe et conseiller en affaires pour certaines régions du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, et Maurice Lelièvre, également membre de mon équipe et agent des projets pour le Cap-Breton et des parties nord-est de la Nouvelle-Écosse. Les deux ont aussi des expériences en affaires avec la transition ou vente d'entreprise. Alors, Alain, j'aimerais te passer la parole pour lancer la discussion. Merci André et bonjour Marc. Le sujet de cette session porte sur la succession d'entreprise et généralement la vente ou succession se fait à un autre individu ou corporation. Vu qu'il y a différentes options de structure d'entreprise, comme des coopératives ou entreprises sociales, l'impact est différent. Y a-t-il des différences dans le temps nécessaire pour réaliser une vente ou un transfert avec ces paramètres? Okay, ben ça, c'est une excellente question parce que je dirais que la première étape est exactement la même, peu importe quel genre de transfert qui est fait. Puis la première étape, c'est vraiment que là où les propriétaires se décident de vendre, comme ce processus-là est tellement le plus important pour démarrer la discussion. Mais par la suite, oui, effectivement, il y a une différence parce qu'on a quand même pu travailler avec des entreprises qui ont été transférées simplement à un autre acheteur. Puis
on a aidé beaucoup de transferts vers des coopératives. Puis, il y a vraiment deux choses à considérer lorsqu'on transfère à une coopérative ou une autre forme d'entreprise sociale. C'est sûr qu'il faut peut-être se donner un peu plus de temps parce qu'il faut créer une structure qui est une association de personnes. Et puis, le plus de personnes qu'il y a d'impliquées, le plus que ça peut ajouter, dans le fond, un peu plus de complexité au niveau de la gouvernance. Mais de mon expérience, normalement, on parle en moyenne, on parle vraiment d'un 6 mois pour établir qu'est-ce que la coopérative va ressembler, toutes ces choses-là. C'est peut-être un 6 mois supplémentaire que n'importe quel autre transfert se ferait. Et donc, oui, il y a peut-être une question de temps considérée, mais dans un transfert qui connaît un succès, le montant idéal serait de toute façon plusieurs années, que le 6 mois ne change pas beaucoup de choses. Puis, au niveau des résultats, qu'est-ce qu'on a marqué? Parce qu'on a quand même aidé des propriétaires à vendre leur entreprise. Et on a eu des exemples, on a eu à peu la moitié des exemples qui ont été à des coopératives qu'on a accompagnés tout au long du processus. Puis l'autre moitié, ben, on les a aidés jusqu'à la vente. On n'a pas vraiment accompagné le nouveau propriétaire puisque ce n'était pas des entreprises sociales. Puis, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les cas, les coopératives qui ont acheté l'entreprise ont connu une croissance puis un développement pas mal supérieur versus les autres entreprises qui ont été achetées, qui ont connu, dans le fond, des ventes qui étaient très similaires à celles avant. Dans certains cas, il y avait peut-être des petites augmentations de 5 à 15 mais ça se limitait là. Dans tous les cas des coopératives qu'on a transférées, il y a eu un développement phénoménal. Dans certains cas, jusqu'à 50 dans certains cas, de 50 jusqu'à 200 d'augmentation des revenus. Puis, pourquoi que ça, c'est si différent? C'est vraiment parce que là, tout à coup, la propriété de l'entreprise, puisqu'elle devient collective, surtout si elle implique les travailleurs, ça change beaucoup de motivation. Imaginez-vous, vous aviez des travailleurs chez un propriétaire qui, dans le fond, ben, eux autres, ils rentrent, ils ont besoin de faire so much d'heures, puis en échange, il y a une paye. Puis leur niveau de responsabilité va dépendre de leur rôle puis de leur fonction dans l'organisation, mais ça se limite souvent un peu à ça. Dès que tu deviens propriétaire, dès que tu as un mot à dire sur la gouvernance, dès que tu as des mots, dès que tu as de l'input, dans le fond, au niveau de l'orientation stratégique, ça augmente considérablement le niveau d'engagement. Puis lorsqu'on travaille dans des structures d'entreprise sociale où les employés sont impliqués, ça fait en sorte que souvent la productivité augmente énormément. Puis je ne dis pas que ça arrive pour chacun des membres de l'organisation, mais souvent on le voit chez certaines personnes, puis ça fait en sorte qu'il y a des impacts. Il y a des impacts financiers et économiques qui résultent de tout ça. Bonjour Marc. Salut du Cap-Breton. La deuxième question est, dans les communautés rurales, il y a parfois des craintes associées avec mettre son entreprise à vendre, soit par rapport à la peur de perdre des clients ou autre raison. Ceci est surtout si l'entreprise pense opérer pour encore quelques années. Donc, comment un entrepreneur peut-il proposer la vente de son entreprise s'il ne se sent pas à l'aise de le faire? Ça, c'est la question, je pense, qui est la plus importante de toutes les questions de transfert d'entreprise. Puis c'est comme que je l'ai mentionné pour la question précédente, c'est autant important pour un propriétaire qui va vendre à peut-être un autre propriétaire comme que c'est pour un propriétaire qui pourrait vendre potentiellement à ses employés, ses fournisseurs, ses clients pour former une entreprise sociale, une coopérative ou autre. Donc, qu'est-ce qu'on doit répondre à cette personne-là qui, dans quelques années, voudrait vendre? Bien, la première chose, je pense, c'est de oser d'en parler avec des professionnels. Je pense que nous autres, lorsqu'on a fait notre tournée au Canada Atlantique en 2014 et en 2015, puis on en a parlé, on a fait des séances à des chambres de commerce. Il y a beaucoup de gens qui voulaient pas trop en parler, ils venaient nous voir après.
On a initié une conversation avec au-delà d'une quarantaine d'entrepreneurs pendant les 4-5 dernières années. Puis, à travers ces discussions-là, on a pu établir un lien de confiance. Puis, quand je dis confiance, il y a un aspect de confidentialité dans la confiance. Je pense que ça, c'est des choses qui sont essentielles. Donc, je pense chez vous en Nouvelle-Écosse, avec justement le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, bien, ça, c'est une organisation professionnelle où, dans le fond, il ne faudrait pas avoir peur d'en parler avec un agent, tout ça. S'il y a potentiellement un intérêt pour développer une entreprise sociale, c'est certain que nous autres, maintenant, on joue notre rôle au niveau du Canada Atlantique, donc on pourrait être impliqué aussi dans la discussion. Mais c'est important d'en parler. C'est important d'en parler si vous êtes propriétaire, si vous connaissez, vous êtes membre de la famille d'une entreprise familiale, puis qu'il n'y a pas de descendance qui va assurer la relève de l'entreprise, c'est vraiment important d'en parler. C'est important d'en parler avec des professionnels. Puis, c'est comme ça que normalement, on plante la première graine. Après les premières discussions, on peut entamer des questions beaucoup plus difficiles, des questions logistiques. Puis, on peut mieux planifier la relève d'entreprise parce que c'est un processus qui, pour avoir un bon succès, c'est un processus qu'on dit souvent, ça prend plus que 2 ans. Dans un temps idéal, pour que tout soit fait d'un propriétaire ou d'une propriétaire jusqu'à la fin, c'est quand même plusieurs années pour que ça soit fait par succès. Dans le cas d'une entreprise sociale, nous autres, on dit souvent c'est 5 ans. Donc, planifier 5 ans de l'avance, c'est souvent beaucoup plus longtemps que la plupart des entrepreneurs le voient. Puis, souvent, la plupart des autres sous-estiment comment important que c'est. Et puis, dans le fond, ben, c'est ça. Le meilleur conseil qu'on ne pourrait pas donner à un propriétaire ou une propriétaire ou des propriétaires qui veulent vendre parce qu'ils veulent prendre leur retraite ou quelconque raison, ils veulent peut-être juste vendre leur commerce, c'est de se prendre à l'avance. Et puis, je reconnais qu'à l'exception de peut-être Halifax ou Sydney, on est tous dans le monde rural. Là, au Canada Atlantique, à l'exception d'Halifax, Moncton, Sydney, Fredericton, Saint-Jean, puis Charlottetown, moi je vous dirais que, puis même Charlottetown, on pourrait mettre ça sur la ligne, je vous dirais qu'on est tous dans un monde rural. Tout le monde connaît tout le monde. Fait que si la shop, au pire, à Joe, c'est le temps de parler de relève, c'est normal qu'il y a comment est-ce que je dirais ça? Il y a peut-être un tabou de vouloir parler de ces choses-là. On ne veut pas faire peur à nos fournisseurs. On ne veut pas faire peur à nos clients parce qu'on veut pas que la business arrête non plus. On ne veut pas faire peur à nos employés qu'on aide, dans le fond, à faire sûr que chacune des familles ont une qualité de vie. Tout ça, c'est complexe, mais on ne va rien aider si on n'en parle pas. Puis c'est pour ça que je suggère que je pense que le premier lien devrait être des professionnels d'affaires. Puis les Acadiens puis les francophones de la Nouvelle-Écosse sont très chanceux d'avoir une organisation dynamique comme le Conseil de développement économique. Puis, je pense que vous êtes dans chacune des régions, ça serait les bonnes personnes à en parler. Puis, évidemment, des professionnels vont garder l'aspect de la confidentialité. Puis ça, c'est vraiment important à faire. Puis, dès que cette confidentialité-là, puis ces professionnels-là rentrent dans le portrait, je pense qu'il peut y avoir des discussions sérieuses, puis il peut y avoir beaucoup de craintes qui sont enlevées. Puis, par la suite des choses, des bons liens peuvent être faits. Puis, comme que je l'ai déjà dit, puis je le répète, s'il y a le potentiel d'une entreprise sociale qui est dans le jeu, nous autres, c'est sûr et certain, pour n'importe quel projet qui pourrait avoir un impact sur la communauté francophone, puis ça relie une entreprise sociale, on aimerait bien ça travailler avec nos partenaires du CDN en Nouvelle-Écosse. Donc c'est un peu ça le conseil que je donnerais par rapport à le processus puis comment c'est important de planifier à l'avance. Parfait. Merci. Ça étant dit, il y a certaines mesures concrètes pour valoriser une entreprise. Il y a aussi des mesures plus abstraites ou émotionnelles. Pour le vendeur, quelle est la valeur de leur entreprise? Et pour l'acheteur, y a-t-il une différence? Ça, c'est la question c'est probablement la question que personne se pose avant la vente, puis que tout le monde se pose après la vente. Parce que
de nos expériences à nouveau, la plupart des entreprises sont des petites, même je dirais des très petites entreprises. Et puis, souvent, pour les vendeurs, ce qu'on appelle communément les cédants, ceux qui cèdent l'entreprise, de voir l'entreprise réussir par la suite, c'est un facteur qui peut, je dis pas que c'est toujours au même niveau, mais c'est un facteur qui peut être aussi important, autant important que le prix financier qu'ils vont avoir pour la vente de leur entreprise. Parce que pour beaucoup d'entrepreneurs, oui, le prix de vente, c'est important, mais de voir leur entreprise continuer, de voir que tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont donné, dans le fond, leur plein investissement de souvent une vie ou une bonne partie de leur vie, que ça va continuer, dans le fond, à fleurir, puis à avoir un impact dans la communauté, puis ça va continuer à nourrir des familles, puis ça va continuer de garder des emplois, puis créer de la richesse dans la région. Souvent, tous ces facteurs-là qui sont très émotionnels, qui ne sont pas calculables. Un évaluateur ne peut pas arriver et calculer cet aspect-là lorsqu'on vient à vendre une entreprise. Ces facteurs-là sont très, très importants. C'est pour ça que je dis que le plus longtemps de l'avance qu'on peut se prendre, puis planifier la vente, puis planifier la relève, parce que dans certains cas, il y a des propriétaires d'entreprises qui pensent que leurs enfants vont juste prendre over la business, comme on dit. Puis, des fois, ils ont une méchante surprise rendue au point où ils ont peut-être 65, ils ont peut-être 70 ans, ils ont peut-être même 75, puis leurs enfants leur disent « Mais sais-tu quoi, papa et maman, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. » Ou « Ah, je pensais peut-être bien, puis j'ai travaillé ici pendant 2 ans de temps, puis ouais, moi, c'est pas fait pour moi, parce que je suis d'une autre génération, j'ai peut-être d'autres intérêts. Vous autres, vous investissiez peut-être 90 heures par semaine, puis vous aimiez ça. Moi, je ne peux pas travailler 90 heures par semaine, bien, mais ça, non, il y a plein de facteurs, puis bien planifier, c'est tellement important pour, s'assurer que l'entreprise va continuer, oui, mais aussi lorsqu'on vend l'entreprise, qu'on voit que les choses continuent. Tu sais, the show must go on, comme ils disent, mais pour que ça se fasse bien, pour que ça se fasse, pour que la transition soit vraiment un succès, que ça soit positif, ben, il faut s'assurer, dans le fond, qu'on a rempli un peu ces critères émotionnels-là. Puis, évidemment, ben, on a eu le meilleur prix qu'on pouvait pour l'entreprise, puis on a peut-être pu s'impliquer dans l'après-vente. Moi, dans la plupart des cas d'entreprises qui ont été transférés, le succès de l'entreprise, une fois que ça a été acheté, a grandement été déterminé par l'implication dans la nouvelle entreprise, dans la nouvelle propriété, par l'ancien propriétaire. Puis, on oublie souvent cet aspect-là. Souvent, le propriétaire actuel, le cédant, il y a beaucoup de connaissances qui ne peuvent pas juste se transférer. C'est pas juste, regarde, je te vends mon entreprise, voici un manuel de A à Z, comment opérer l'entreprise, puis tout est là-dedans. Tu vas t'arranger fine. Il y a beaucoup de choses qui ne s'expliquent pas. Il y a beaucoup de choses abstraites, comme que tu l'as dit. Puis, à nouveau, ces choses-là, le plus longtemps qu'on peut se prendre à l'avant, le plus longtemps qu'on peut planifier, le mieux qu'on va pouvoir répondre autant aux attentes quantitatives, les chiffres, l'argent, tout ça, qu'on va répondre aux aspects plus qualitatifs, émotionnels. Est-ce qu'on va pouvoir s'impliquer encore dans l'entreprise, même une fois que je l'ai vendue? Est-ce que je vais voir l'entreprise fleurir? Toutes ces questions-là, dans le fond, sont très, très importantes. Puis, à nouveau, dans le cas, lorsqu'on crée une entreprise sociale, lorsqu'on peut vendre une entreprise sociale, ça devient très positif parce que dans la formule d'entrepreneurship collectif, où il y a plusieurs personnes qui participent dans la propriété, et puis la gouvernance, mais souvent, l'ancien propriétaire peut faire partie de cette nouvelle structure-là aussi. Mais son engagement va diminuer à mesure que les jours progressent, puis ça va faire partie du plan de transition. Puis souvent, ça peut faire le meilleur des deux mondes. On peut satisfaire l'ancien cédant parce qu'on le tient impliqué, il vend son entreprise, il obtient un prix qui est quand même raisonnable. Il y a un mot à dire sur un peu la suite des choses, mais ça, c'est partagé avec les autres. C'est pas juste cette personne-là qui a un mot à dire. Puis, c'est lui ou elle qui va décider vraiment c'est comment
commence à continuer de s'investir dans l'entreprise avec la nouvelle propriété. Puis ça peut vraiment s'adapter aux besoins. Merci. Prochaine question va suivre celle-là que tu viens de répondre. Comme entrepreneur, comment est-ce que je peux assurer la continuité de mon entreprise, ainsi que la mission, la vision et les valeurs après que je suis parti de l'entreprise? Bien, effectivement, je pense qu'il y a toujours un fil conducteur dans la vente d'entreprise, dans le relève d'entreprise. Puis, comme que je l'ai mentionné, probablement la meilleure façon pour qu'un cédant reste impliqué, puis je dis reste impliqué, qui s'assure dans le fond que la mission originale de l'entreprise soit respectée, mais ça veut dire qu'il faut qu'il se donne du temps, puis qu'il évalue vraiment toutes les possibilités d'achat qui vont s'offrir à lui ou à elle. Puis ça prend du temps. Le seul remède à ça, c'est du temps, c'est de la planification qui, à nouveau, je répète, mais c'est tellement important. C'est pour ça que ça vaut la peine d'y penser, de planifier même 5 ans avant qu'on prévoit sa retraite, parce que c'est effectivement toutes des choses qui vont contribuer au succès de la transition, de la relève. Comment est-ce qu'un entrepreneur peut s'assurer que la mission et la vision va continuer, que les valeurs qu'il ou elle a dans le fond, a créé dans l'entreprise ou a imprégné dans l'entreprise, que ça va continuer. Bien, il n'y a aucune garantie, évidemment, lorsqu'on fait la vente, que toutes les choses vont rester du même, vont rester du pareil au même. Toutefois, à nouveau, dépendant du modèle, puis dépendant de l'entente qui est faite par l'acheteur, puis l'acheteur qui peut être une personne, qui peut être des personnes, puis qui peut être une entreprise sociale qui oblige que ce soit des personnes, ça va se faire, dans le fond, dans l'entente de transfert. Ça va se faire dans le plan de transition. À nouveau, la plupart des entreprises qui ont été transférées avec succès, ça a été sur une période de plusieurs années. Et puis, lorsque le propriétaire cédant peut rester impliqué dans l'entreprise, puis c'est pour ça que je dis que ça, c'est un des grands avantages d'une entreprise sociale, surtout d'une coopérative, parce que automatiquement, la nouvelle structure, si le cédant veut, il peut s'impliquer dans la nouvelle structure, peut jouer un rôle. Puis c'est vraiment à lui ou à elle de déterminer à quel point que le rôle va être important. Puis il peut même aider à monter la coopérative ou l'entreprise sociale si ce n'est pas une coopérative. Puis, ça, c'est vraiment une des meilleures formes pour assurer que les valeurs, les principes, une certaine façon de faire, ça continue. Mais évidemment, puisque là, il y a d'autres personnes qui vont être impliquées dans la gouvernance, peut-être qu'il y aura des meilleures façons de faire, peut-être qu'il y aura d'autres suggestions, puis ça ne sera pas exactement la même façon, mais au moins la mission, les valeurs, ces choses-là qui sont fondamentales souvent pour les cédants, ça peut demeurer, puis ça peut continuer. Et si la vente se fait d'un particulier à un autre particulier et d'une personne à une autre personne, bien, le plan de transition est super important parce que lorsqu'on vend une entreprise sociale, on n'a pas le choix d'avoir un plan de transition qui est bien développé pour que ça fonctionne bien. Mais il faut faire attention lorsqu'on vend à un particulier, c'est pas juste on signe un contrat, on achète des actifs, puis c'est fini. Si on veut pouvoir voir l'entreprise continuer avec les mêmes choses, il faut dans le fond que le propriétaire puisse s'assurer que dans le plan de transition, cette personne-là est encore impliquée. Peut-être même agir à travers de consultants pour les 2 premières années, une fois que c'est le nouveau propriétaire qui gère l'entreprise. Puis ça va assurer que les connaissances vont se transférer. Puis en plus des connaissances, la culture entrepreneuriale va pouvoir se transférer aussi. Parfait. Merci. Alors, en survol de toutes les informations que tu nous as fournies aujourd'hui, à la fin du jour, c'est qui sera le meilleur acheteur pour la succession d'une entreprise ou de personnel? Ben, j'ai l'impression qu'on a peut-être répondu indirectement à cette question-là déjà, mais la bonne réponse, c'est ça dépend.
ça dépend de plusieurs facteurs. Puis, qui est le meilleur acheteur? Ben, ça dépend des valeurs puis des convictions du cédant. Si je prends par exemple une propriétaire qui veut vendre son commerce avec une dizaine d'employés, puis pour elle, la chose la plus importante, c'est que le commerce il continue d'offrir des services dans la communauté, puis qu'on continue à poursuivre, dans le fond, avec les valeurs de l'entreprise. Pour cette personne-là, le prix va peut-être beaucoup moins être important que qui va l'acheter. Puis qui va l'acheter, ben, ça pourrait être un particulier privé, ça pourrait être une particulière privée, peu importe. Puis ça pourrait être aussi une entreprise sociale. Si elle a une dizaine d'employés qui sont déjà là, qui veulent s'assurer de maintenir leur emploi, qui veulent s'assurer de maintenir leur entreprise, ben ces 10 employés-là ou une partie d'eux autres, ça n'a pas besoin de la totalité, ça en prend un minimum de 3, ont simplement besoin de s'incorporer comme une entreprise collective, comme une entreprise sociale, et puis peuvent, dans le fond, soit créer une coopérative, soit créer une entreprise à vocation, à propriété collective. Puis, dans le fond, ils vont pouvoir s'assurer de garder toutes ces choses-là. Puis si ça, c'est important pour la propriétaire, plus important que d'obtenir son prix parce que peut-être qu'elle estime qu'elle est évaluée à 1 million. Puis dans le fond, ben, le groupe est peut-être prêt à lui offrir la moitié, mais il puisse lui offrir, dans le fond, un autre 2 années de salaire comme consultante parce qu'elle va continuer à jouer un rôle. Peut-être que ça, c'est le meilleur scénario. Ça dépend vraiment c'est quoi les valeurs, puis les principes, puis les convictions de la personne qui cède son entreprise. Si c'est obtenir le meilleur prix, la réponse va être très, très différente que est-ce que c'est de voir l'entreprise continuer de prospérer, de développer, d'être présent dans la communauté aussi, parce que quelque chose qu'on n'a peut-être pas discuté jusqu'à date ce matin, puis je pense qu'il est ultra important dans les communautés rurales, c'est que il y a beaucoup de grandes entreprises qui aiment bien ça, d'acheter des petites entreprises pour simplement acheter la part de marché, puis fermer l'entreprise. Puis, je connais très peu de propriétaires de petites entreprises qui, malgré d'avoir eu son prix, peut se dire satisfait d'une vente de l'entreprise où ce que les jobs ont été perdus, la shop a été fermée, puis dans le fond, une grande entreprise a simplement acheté ça pour dire « Ah ben, je devrais aller chercher quelque part de marché avec cet achat-là. » C'est ça qui a justifié mon investissement. Puis j'ai fait une personne heureuse parce que j'ai donné de l'argent à l'ancien propriétaire, mais ensuite, l'entreprise ne continue plus, les emplois sont souvent perdus pour la grande majorité. Donc, c'est vraiment important à nouveau de réfléchir à toutes ces questions-là. Il y a beaucoup de questions philosophiques, vraiment beaucoup plus que la plupart des propriétaires pensent à vendre son entreprise. C'est pas juste une question financière, c'est pas juste une question de transfert du savoir, c'est pas juste une question de marketing, de ressources humaines, c'est pas juste des questions entrepreneuriales. Il y a des questions très émotionnelles, je dirais même spirituelles et philosophiques dans tout ça. Puis le plus tôt qu'une personne peut commencer à planifier tout ça, le mieux que la transition, le plan, de répondre à toutes ces valeurs-là pourra se faire pour le mieux-être du cédant et aussi des potentiels acheteurs. Merci, Marc. C'est de peut-être revenir un peu en arrière de notre histoire lorsque la plupart de nos communautés francophones et acadiennes sur toutes les côtes maritimes, pour ne pas dire atlantiques, se sont dotées dans le fond de coopératives de pêcheurs. Et puis ces coopératives de pêcheurs-là, tranquillement, pas vite, ont commencé à pouvoir avoir un meilleur pouvoir de vente, un meilleur pouvoir de négociation. Et certaines, pour ne pas dire la plupart, des coopératives de pêcheurs, qui étaient dans le fond une forme de coop de production, ont eu des usines de transformation. Et puis, la propriété de ces usines de transformation-là, malheureusement, à travers le temps, puisqu'il y a eu des investissements de l'extérieur, certaines coopératives ont été vendues, dont la grande majorité. À une certaine époque, au Canada Atlantique, en Nouvelle-Écosse, comme au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard, il y avait au-dessus d'une 50aine de coopératives de pêche.
Et puis, j'oserais même vous dire qu'une bonne partie de ces coops-là, c'était dans des communautés francophones. Puis pas juste au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard, des coopératives qui étaient très fortes, qui avaient un pouvoir de créer de la richesse, puis parce que peut-être il y a eu des moins bonnes années, puis il y a eu d'autres intérêts étrangers qui sont venus, puis ont offert de la bonne argent, peut-être qu'on a laissé aller un peu plus vite, mais je fais un peu d'histoire pour simplement venir à la conclusion qu'aujourd'hui, ça reste un peu le même principe. Les façons de transformer sont peut-être très différentes, c'est peut-être beaucoup plus d'argent, mais toutefois, les pêcheurs, avec d'autres intervenants, peuvent créer une entreprise sociale dans le but de peut-être racheter une entreprise qui voudrait plus tard être vendue. Il ne faut pas avoir peur d'acheter une entreprise qui vaut très, très cher. Surtout lorsque notre principal intérêt, c'est de vendre notre matière première à cette entreprise-là. Dans le fond, on s'assure qu'on va toujours avoir un bon marché pour notre matière première, que ce soit du homard, de la crevette, du hareng, peu importe ce qui est le produit qui est pêché, les pêcheurs devraient être les premiers intéressés. Puis en connaissant aussi la réalité, on sait que parmi les pêcheurs, il y a quand même, des fois, il y a quand même un peu de capital qui peut être investi, là. Les pêcheurs devraient être les premiers intéressés à formuler une forme d'entreprise sociale pour peut-être racheter des usines de transformation. J'oserais même dire qu'il y a des partenaires à la table au niveau de la pêche. Je pense à l'UPM, par exemple, l'Union maritime des pêcheurs, qui ont même des programmes pour aider les communautés de pêcheurs à se développer, qui pourraient peut-être, à travers ces programmes-là, investir. Les pêcheurs pour investir, il y a des crédits d'impôt qui peuvent être donnés pour l'investissement. Dans le fond, tout le montage financier puis le plan d'affaires, que ça se passe en Nouvelle-Écosse ou ça se passe ailleurs, ça, c'est des choses où, dès qu'on parle d'entreprise collective, nous autres, ça nous ferait un grand plaisir d'aider ces communautés-là à faire des études de faisabilité, à faire ça. Puis évidemment, bien, si ça se passe en Nouvelle-Écosse, ça nous ferait grand plaisir de faire ce travail-là avec le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, parce que qu'est-ce que tu dis, Jeannot, c'est pas un nouveau problème. Ce n'est vraiment pas un nouveau problème. Puis le moins de propriétés collectives qu'on va avoir de nos usines de transformation, puis tout autre potentiel de création de richesse chez nous, le moins de contrôle qu'on va avoir sur le prix de qu'est-ce qu'on pêche. Puis ça devrait nous faire réfléchir beaucoup plus souvent à cette question-là, puis nous motiver, dans le fond, à investir collectivement dans être propriétaire d'usines de transformation, puis créer de la richesse, puis investir dans l'automatisation aussi, puis la robotisation, puis l'intelligence artificielle dans ces usines-là, parce que effectivement, la main-d'œuvre, elle n'est pas vargeuse, elle ne sera pas plus vargeuse dans les prochaines années, mais collectivement investir, si on parle d'une quarantaine de pêcheurs, si on parle de d'autres intervenants communautaires, même quelques employés qui investiraient collectivement dans des entreprises sociales, ça fait beaucoup d'argent, puis ça peut créer encore plus de richesse qui sera en retour distribuée collectivement à ceux qui créent cette richesse-là. Donc, ça certainement mérite d'avoir une réflexion un peu plus profonde que les 2-3 minutes ce matin, mais c'est une bonne question. Alors, un sujet très important et peut-être un topic d'une prochaine pause café virtuelle Coffee Break CDN. Alors, merci Marc et la CDR Acadie pour votre participation et conseils partagés sur le sujet de la planification de succession d'entreprise ou transfert ou vente et des considérations soit coopératives et avec vraiment l'économie sociale ou les entreprises sociales. Et de nouveau, merci à nos partenaires pour avoir rendu cette session possible.